toutes les histoires sont importantes, sont intéressantes. Tu sais, je me dis, on a tous des histoires particulières, originales, et on donnerait l'histoire de notre vie à Spike Lee ou un grand réalisateur, il fera un film de ouf. Donc il faut croire en soi. Je parle avec beaucoup de jeunes qui disent « Ouais, mais bon, moi j'ai rien à dire. » Ben si, creuse, t'as évidemment quelque chose à dire. Ou parle avec tes parents, ou un oncle. Parlons avec nos aînés, ils ont plein de trucs à nous apprendre. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P, The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et surtout construire ensemble. Bonjour, ici P, The Builder X Sind. Sindano. Sindano, ouais. Dan, tu vas bien? Très bien, et toi? La forme? Ça va, on est là. Les activités? On se bat, on cherche l'argent au microscope. Microscope? Ah oui. Ouais, c'est comme ça aujourd'hui. Ah, c'est comme ça aujourd'hui, ouais. C'est le bon terme. Ouais. On va tenter de parler des bonnes périodes. Des bonnes périodes, c'est tes débuts. Okay. C'est quelqu'un qui a 20 ans de journalisme aujourd'hui. Ouais. Hein, tu as débuté 2000 à peu près. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Moi, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se croiser. Exact. Par-ci, par-là. Ouais. Donc, je vais revenir un peu avant ça. Ok. D'où viens-tu? Mes parents viennent du Congo-Kinshasa. Moi, je suis né en Belgique et j'ai grandi en Belgique, fait mes études en Belgique et je suis arrivé à Paris parce que je voulais être journaliste rap. Dès le départ? Dès le départ. Enfin, je voulais être journaliste au début dans la politique. Et donc, j'ai fait des études de journalisme. Après 2 ans, je me suis dit, la politique, c'est pas mon truc. Donc, je me suis plus concentré sur le côté culturel. Et j'ai fait un mémoire sur le magazine L'Affiche à l'époque. À l'époque? Ouais. Ah, non, ça, j'avais pas vu. J'ai pas bien fouillé. Il va falloir que je retrouve ça. Mais, donc, t'étais déjà passionné du journalisme avant même de commencer à être dans le hip-hop. Exactement. T'as fait des études en fonction de ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Bah, écoute, j'étais nul en maths. J'adore lire, j'adore écrire, j'adore le cinéma et puis surtout j'adore le hip-hop. Donc j'ai fait le best of multiple worlds. Là, t'as 18 ans? Même avant, tu vois, 14-15 ans, mes cousins de Kinshasa et mon autre cousin de Londres, ils m'envoient des magazines The Source. Là, c'est en 96. Tu vois, Tupac vient de mourir. J'avais une ex à l'époque qui en pleure. Il m'envoie le magazine de Londres où il y a Tupac en couverture, c'est en anglais, mais je vois que c'est un truc de ouf, donc voilà, je me plonge dedans. Ok. Ouais. Tu rentres dans tes études? Je rentre dans les études, toujours amoureux du rap ricain, et je me dis que j'aimerais bien écrire dessus. Ouais. Ok. Et c'est ça qui t'emmène à Paris? Ouais, parce que je me dis l'Angleterre, mon anglais, il était pas encore assez au point. Et surtout, la scène rap anglaise, à l'époque, elle était nulle en termes de présence. Les États-Unis, c'était encore trop loin. J'avais une tante qui vivait là-bas, mais ma mère était pas très rassurée, on va dire. J'ai plein de familles ici, un oncle, des cousins. Puis je me suis dit, en France, à l'époque, il y avait 4 magazines, tu vois. T'avais L'Affiche, Groove, Radical, RER. RER. Et puis surtout, t'avais la scène rap 95-94. Ça commençait à vraiment prendre, tu vois. T'avais la Clica un peu avant, Beat de Boule, etc. Donc je me suis dit, ok, ça sera Paris. Ça sera Paris. Ouais. T'as une mission là. Je Exactement. vais venir faire du journalisme hip-hop en France, francophone en tout cas. Exactement. T'arrives de ces 4 magazines, tu choisis lequel? Ou d'abord tu t'orientes comment? Au début, j'arrive, je fais du télémarketing parce que je devais travailler. Je fais du télétravail, télétravail à l'époque, ça n'existait pas, je pense. Télémarketing, je travaille à la banque, Crédit Agricole, Sofinco, et mon cousin me présente quelqu'un qui connaît quelqu'un à Sarcelles qui veut monter un site de rap. Et à l'époque, tu vois, les sites, c'était vraiment le début. T'avais un site américain de Russell Simmons qui s'appelait 360.com.
Et même derrière les magazines de The Source, t'avais quand même 3-4 sites, mais c'était vite fait. Et je me disais, ce serait bien qu'il y ait un site où il y aurait tout concentré, des articles, de la vidéo, etc. Et je rencontre ce gars, un mec de Sarcelles, méga speed. On parle toute la nuit et il me dit tout ce que j'avais en tête. Truc de ouf. Je veux faire un site, je veux mettre des castings de filles, je veux des vraies interviews filmées, je veux mettre des clips, machin. Je dis, bah, mortel, let's go. Et donc, je dis à mon oncle, je vivais chez lui dans le 92, il me dit, je lui dis, bah là, je vais aller dans le 95 à Sarcelles, je vais monter un site avec un gars. Il m'a dit, bah vas-y, bon voyage. Bon voyage. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le game, entre guillemets, parce que lui, évidemment, il connaissait bien les gens de Sarcelles, dont Jackie, de Couvre-feu. Donc du coup, j'allais tout le temps à l'émission de Jackie, Couvre-feu. Elle existait déjà à cette époque-là? Ouais. Ah ouais. Et je passais toutes mes soirées là-bas à gratter les invités. Tu vois, il y avait DJ Mehdi qui passait. Donc je faisais déjà les interviews de Jackie. Je crois que j'ai au moins 122 interviews de Jackie, de Lordissa, DJ Cream et le dernier j'ai oublié. Bref. Et surtout les artistes qui passaient. Donc déjà moi je découvre Skyrock, alors que j'écoutais Skyrock comme tout le monde. Et je vois un peu comment ça se passe, les DJ. On allait aussi à l'émission de Stomy, West Coast LA. Et même chose, hein, beaucoup d'interviews de Stomy. Et c'est grâce à mes connexions de Sarcelles que j'ai commencé à rencontrer du monde, à écrire pour le site. Et je continue à envoyer mes CV pour tous les magazines. Et donc je faisais ça toutes les nuits, de longues nuits, et mes boulots normaux la journée. Et finalement, c'est RER, au début des années 2000, qui m'ont dit, bah ok, on aime bien ce que tu fais. Enfin, c'est Fawzi qui bossait à Delabel, je crois. Tu te souviens de Fawzi? Oui, Fawzi. Fawzi Meniri, qui je l'harcelais pour faire des interviews de ses artistes, qui m'a dit, bah écoute, j'ai donné ton CV au rédacteur en chef de RER, Jean-Jacques Rue. Je lui ai dit que t'étais à fond, surtout rapricain. Ils veulent faire un numéro spécial. Donc voilà, le gars m'a contacté. J'ai fait le numéro spécial. Lui, il a sauté. Mais entre-temps, Anne-Valérie Atlan-Valou, elle a repris le magazine. J'ai fait un entretien. Elle m'a pris et c'est parti. Et c'est parti. Et j'ai commencé à RER. Mais t'avais déjà une écriture? T'avais déjà ta plume ou t'étais encore en train de te fabriquer toi-même? Bah, pour le site, j'écrivais, je faisais... j'avais un côté très rédaction, très scolaire. Tu vois. Mais tu vois, comme je lisais les magazines américains, ils avaient un côté, une écriture hip-hop. Tu vois. Ils mettaient des références, ils mettaient des mots d'argot, etc. Et je me disais, c'est ce qui manque un peu dans ces magazines-là. Quand tu lis le truc, enfin moi c'était mon impression, à part des rares comme Jean-Pierre Sec, tu sentais pas qu'il vivait le truc. Tu vois. Et moi je me disais, quand je vais écrire, je vais essayer d'amener mon truc... mes références, tu vois, comme tout le monde, quand tu parles, t'as des références littéraires, politiques, religieuses, et moi, tout ça, c'était le hip-hop, tu vois, c'était ma vie, ça l'est toujours, mais là encore plus, tu vois. Donc là, on est en 96, 97? Non, là, on est déjà en 2000. Là, on est déjà en 2000. Ouais. Quand tu envoies tes CV? C'est 99-2000. 99-2000. Et 2001, c'est parti, RER. Ouais. Avec Valou qui te prend à ce moment-là. Ouais. Et tu commences, c'est quoi ton premier article, tu t'en rappelles? Non? Je me souviens pas. Mais je sais que ma première interview de rappeur américain, c'était Eric Sermon de EPMD au téléphone. Ok. Il va commencer à m'énerver. Ouais, là, c'était... Et elle m'a fait confiance directement. Puis après, je crois que j'ai fait Gourou de Gangstar au téléphone. Et petite anecdote, Gourou, c'est quelqu'un, ça s'entend déjà dans sa musique, quelqu'un de très intelligent, très gentil. Et l'attaché de presse qui me calait le truc au téléphone, elle me dit, ouais, mais c'est quoi ton prénom? Je dis, ouais, mais Sindanou. Elle me dit, ah, ok. Et du coup, Gourou, après, maintenant, je sais avec le recul que c'est une technique d'artiste. Chaque fois quand il répondait, you know, Sindanou, that, blablabla, and a great question, Sindanou. Mais moi, j'entends ça, je dis, mais non, il m'aime. Gourou, il dit mon prénom comme ça, cadeau, tout le temps, c'est trop. Mais c'est une technique, mais c'est une bonne technique. Et pour avoir rencontré Gourou après, c'est vraiment un gars bien, donc voilà. RIP à lui. Ouais, grave.
On l'oublie des fois dans le game. C'était quelqu'un. Il a été outshine par DJ Premier, malheureusement, puis il a eu une fin un peu chelou. Même quand il était venu à Paris, c'était pour un festival de jazz avec son nouveau producteur, là, Solar. C'était une catastrophe. Et il était tellement gentil parce que tout le monde était venu pour lui. Et il disait, non, mais me posez pas des questions, posez des questions au producteur, etc. Et le producteur, il était un peu pas sûr de lui, arrogant. Et t'avais Gourou qui était là, non, mais tranquille, c'est un jeune artiste. Alors qu'ils avaient le même âge, tu vois. Et je me dis, mais même là, dans sa promo, tu sentais que c'était un bon gars. Donc, il devrait faire un docu sur Gourou parce que c'est un mec qui vient de Boston et il a fait beaucoup pour le rap de Boston. Bref. Ben, c'est ce qui est intéressant, c'est tous ces artistes que tu as pu rencontrer sur ton passage, autant francophones que anglophones, mais beaucoup plus anglophones, on dirait quand même. Bah, franchement, j'ai fait tous les francophones, sans vouloir me jeter des fleurs. J'ai eu l'occasion de tous les rencontrer, mais tu vois, moi, je suis un passionné de rap américain. Donc, c'est ce qui me faisait vibrer, c'est ce qui me fait toujours vibrer. Avec les rappeurs francophones, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un côté camaraderie. Tu vois, c'est ce que je disais à tes collaborateurs, comme ils disaient, mais tu connais comment? Puis j'ai dit, ben, on est des camarades de tranchée. Tu vois, on s'est rencontrés il y a 20 ans. Toi, tu démarrais ton truc. Moi, je faisais un dossier sur le streetwear en France. Et du coup, j'ai contacté plein de monde, dont toi. Et on a fait l'interview debout à Bastille, tu vois. Je me rappelle même plus. Ah ouais, moi, je me souviens. Et t'avais un manteau. Et tu me disais, ouais, ça c'est nos darons, quand ils venaient du bled, ils avaient des manteaux comme ça. Ben moi, je vais faire ça pour African Armure, tout ça. Ah, mais je l'ai fait. C'était la Duffelcoat. Exactement. Ouais. Et ça m'avait marqué. Je dis, ah ouais, parce que tout le monde avait des références. Ouais, moi je vais faire Foubou, machin. Et toi, t'avais un côté plus Afrique, mais en même temps quartier. Et t'étais le seul dans ce créneau-là. Et ça m'a toujours marqué, ça. Je me dis, pas mal. Merci pour la petite aparté. Ouais. La technique à Gourou. Ouais, même pas. Non, je rigole. Mais c'est une bonne technique. Il faut être humain. Il faut être humain. C'est important. C'est ce qui nous porte. Et avant, t'avais dit qui? Eric Sermon. Ouais. Eric Sermon de EPMD pour les débutants. Ça c'était quelque chose. Et quand t'interviews les rappeurs français, ces différents groupes. Ouais. Quelle est pour toi Attends, faut pas que je me perde dans toutes mes questions, on va commencer dans l'ordre. Hein. Tu commences, t'es RER. RER, il te commande des choses ou c'est toi qui es libre d'aller chercher les artistes? C'est un peu des deux. Quand pour les gros magazines à l'époque, tu vois, quand les artistes sortaient des projets, il y a des programmes de promo qui se mettent en place, donc on pouvait pas échapper aux sorties des gros albums, donc il fallait faire les interviews. Mais après, comme RER, c'était le plus petit des magazines, on avait un peu plus de liberté pour proposer des choses, dont, par exemple, le dossier sur le streetwear. J'avais fait un dossier sur les beatmakers français aussi, sur les duos de beatmakers. Les magazines, à l'époque, ils étaient aussi en demande de projection. Et par rapport à ce qui se passait, à toute cette mouvance qu'il y avait. Bah, après, c'était beaucoup des relais de promo, sans te mentir. Tu vois, c'était centré sur l'album, donc ils vont faire tous les magazines, toutes les radios. Ouais. Il y avait moins, je trouve, le côté journalistique. Des enquêtes. Là, on parle de tous les magazines de l'époque. Je parle de tous les magazines, RER inclus. Hein. On avait un côté où on servait la soupe, entre guillemets, pour la promo. Et moi, ça m'ennuyait un peu. Donc, on essayait de proposer quand même... tu vois, là, je retrouvais parce que j'ai fait un petit déménagement, enfin un gros déménagement, j'ai retrouvé des anciens magazines, j'ai fait un dossier sur le R&B français en 2014. 2014. Ouais. En 2014, il y a eu beaucoup d'artistes. Ah, il y en avait plein. T'avais Jalan, Django Jack, et on avait mis Tragédie en couve, pour le coup. Et j'aimais bien avoir ce côté, observer la scène, qu'est-ce qui se passe, parce que, tu vois, je te disais au début, j'ai choisi la France parce que c'était le marché qui bougeait le plus. Mais j'avais constaté, enfin beaucoup de gens avaient constaté déjà, qu'il n'y avait pas de traces de tout ce qui se passe. Tu vois. D'ailleurs, c'est le cas pour les graffeurs et les taggers. Ils ont très peu de traces sur eux, pour avoir discuté avec certains d'entre eux. Ben voilà, et je trouve même dans le rap, tu vois, sur le rap français, finalement, il n'y a pas beaucoup de docu. T'as un docu sur la Mafia Quinfri, mais t'as un docu sur NTM, mais t'as pas de docu sur IAM, t'as pas un docu sur Solar. Tu vois, t'as des gens qui ont Booba, qu'on aime ou pas, ils mériteraient un docu. La Clica,
Un gars comme Zoxy, je suis sûr qu'il a des histoires incroyables à raconter. Bon, maintenant, tu as des gars comme Manuké, ils font enfin des livres, mais il faut plus que ça. Enfin des livres. La précision, elle est importante parce que justement, on est demandeur de tous ces acteurs qu'on fait des choses. Ouais. Comment il s'appelle? Il y a un autre non, c'est pas avec Lika. Mais j'ai oublié son nom, mais qui a écrit aussi. Time Bomb. Ah oui, Kamal. Kamal aussi, il a écrit son bouquin. Mais il faudrait on devrait avoir des livres sur tout ça, des traces, parce que tu vois, on a tendance, moi le premier, à taper sur nos jeunes frères, dire oui, mais le rap avant c'était mieux, vous les petits, vous connaissez rien. Mais si maintenant un petit vient nous voir et dit bah ok, je vais chercher où? Je vais chercher où l'histoire de la mafia Quinfri? Je vais chercher où l'histoire de la Clica? À part lui donner 3-4 mixtapes, on n'a rien, tu vois. Et tous les gens qu'on a côtoyés, quelqu'un comme Lordissa, je suis sûr qu'il a plein d'histoires incroyables à raconter, tu vois. Donc voilà, par exemple le Secteur A, il faut un docu sur le Secteur A, c'est pas possible. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, donc tu t'en occupes, ça t'intéresse ou c'est gros à porter? C'est gros à porter, mais ça m'intéresse. Si je peux collaborer d'une manière ou d'une autre, je le ferai vraiment avec plaisir. Ok. Là, t'es toujours chez RER. Ton écriture, j'imagine qu'elle commence à prendre forme. Tu commences à savoir où aller. Ouais. Tu fais des propositions. Ouais. Tu restes chez eux combien de temps? Le magazine s'arrête après 3 ans. Du coup, mon ancien rédacteur en chef, il est débauché par l'ancien rédacteur en chef de Groove qui veut monter un magazine qui s'appelle Rap Mag. Donc du coup, on va tous à Rap Mag. Mais chez RER, j'étais salarié. Là, je deviens freelance. Bon, j'étais freelance principal, mais freelance quand même. Donc les finances deviennent un peu plus compliquées, mais ça donne un peu plus d'adrénaline, on va dire. Et ce qu'il me propose à Rap Mag, c'est de lancer un magazine spécial Rap Mag US, où chaque numéro serait consacré à une ville des États-Unis. Donc, moi évidemment, j'aurais proposé New York. Donc, j'ai fait New York. Et le deal, c'était, il me paye le billet, il me paye l'hôtel, le photographe et moi, et on doit ramener 80% du magazine. C'est comme ça que tu faisais. Ouais. On se demandait comment tu faisais. Pourquoi il est tout le temps aux tête, lui, en train de ramener les gens, là? Et c'est là, Mobb Deep, c'est là. Exactement. Mais c'était super dur. C'était super dur. De les rencontrer? De les intercepter, de les rencontrer, de faire mon travail. C'était non officieux? En fait, moi, je leur disais hello, I'm a French journalist, mais bon, les Ricains, ils sont comme les Français. Si c'est pas de leur pays, ils s'en foutent, tu vois. Donc, il faut charbonner. À l'époque, c'était par MySpace. Donc, je remplissais le même truc et j'envoyais avant de partir. Les derniers voyages, j'avais une stratégie. J'essayais de capter la radio hip-hop du coin ou le magazine du coin, qui eux après me donnaient tous leurs contacts, tu vois. Mais ça m'a permis d'aller à Nouvelle-Orléans, Atlanta, Los Angeles 2-3 fois, New York, j'ai fait un spécial Harlem, spécial Queens. Voilà, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Et tous ces artistes ou ce fonctionnement-là, comment tu les as ressentis par rapport à ce qui se passe en France à la même époque? Ils sont plus professionnels, ils sont comme nous en vérité, on se fait beaucoup de films sur eux. C'est un peu des deux. Il y a le côté, ils sont comme nous. Tu vois, on est tous des Noirs ou tous venant de quartiers pauvres. Donc, tu vois, par exemple, je faisais une interview d'un rappeur, un gars de LA. Et avant, j'avais rencontré le responsable de la radio number one de LA. Et le gars me disait, oui, on passe pas des indés parce que on n'a pas beaucoup d'appels pour ces artistes, etc. C'était on va dire, 2010. Tu vois, à l'époque, il y avait pas encore Kendrick qui avait pété. Donc, LA, ils étaient un peu dans le creux. Tu vois, non, plutôt 2008. Et donc, je rencontre ce rappeur de LA, un rappeur indé qui s'appelle Damani, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Et donc, je lui dis, parce que il me dit, oui, nous, on passe pas à la radio, c'est dur. Ils passent que les mecs d'Atlanta, ils passent que du Lil Jon, ça nous saoule. Nous, c'est LA, blablabla. Je dis, mais le gars m'a dit qu'il reçoit pas d'appels et de demandes. Il m'a dit, mais, gars, je sais que t'es français, mais on est les mêmes. Toi, t'as déjà appelé une radio pour écouter un truc? Je dis, non, jamais. Il dit, voilà. Et c'est ce genre de truc où tu sais qu'on est les mêmes.
Mais de l'autre, ils ont un côté professionnel. Parce que, après, les États-Unis, tu vois, c'est le pays de l'entertainment. De n'importe quel petit rappeur qui avait 4 petits CD gravés, avant l'interview, il se met en mode superstar. Lunettes de soleil, il parle, il fait des grands mouvements, tu vois. J'ai un concept, j'aspire le flot des gens, et quand je le recrache, ça devient du crack qui brûle les yeux. T'es là, waouh. Et t'as tous ces potes derrière qui sont là, ouais. Et le truc, c'est que c'est le pays de l'entertainment et c'est le pays du rêve américain. Donc ils ont pas ce côté haineux où tu vois, ici quand quelqu'un rêve, on lui dit mais gars, arrête, Calme-toi. C'est seulement maintenant, tu vois, nos petits frères, ils peuvent dire je peux être joueur de foot. Mais toi et moi, on sait que à notre époque, dire jouer au foot même c'était un rêve, tu vois. Or que eux, depuis toujours, il y a ce truc, on entretient le rêve. Donc quand ils voient quelqu'un péter, ils disent c'est cool pour lui, mais moi je serai le prochain. Et ils ont ce truc du coup quand il fait son interview avec toi. Et il te dit, là, tu fais l'interview d'une star, tu le sais même pas, et t'inquiète, dans 5 ans, tu reviendras, et je serai big, machin. Et j'en ai fait plein, où c'est jamais arrivé. Mais il y en a quelques-uns où, en effet, 5 ans après, les mecs, c'était des stars. Tu vois, par exemple, Nipsey Hussle, je l'ai rencontré, il venait à peine de signer. Mais il était déjà en mode, oui, moi, je suis focus, je suis un businessman, je fais ci, je fais ça, et un jour, je serai big, je serai au niveau de Jay, machin. Je me disais, vas-y, poto, on va voir. Force à toi. Et il y est arrivé. Il y a une vraie différence dans le développement personnel, alors, par rapport à la francophonie. Exactement. Mais ça, c'est vraiment culturel. C'est culturel. Et je pense que c'est un mauvais côté qu'on a pris de la France. Tu vois, on est des Africains et nos parents, nos oncles, nos tantes qui sont arrivés ici, ils avaient pas Google Maps pour se dire je vais aller à Vitry ou je vais aller ils sont venus comme ça à l'aventure parce qu'ils avaient la foi, ils avaient l'énergie. Et nous on n'a pas pris ça chez eux. Après la vie leur a mis des coups, c'est pour ça qu'eux aussi ils ont courbé les chines. Mais à l'origine tu vois, en 1950 ou 60 dire je vais en France, c'est un délire. Tu vois, moi pour le coup, j'étais en Belgique. Juste aller en France, pour moi, c'était un délire. Alors que je prenais le train 1h20. Et j'ai même pas tenté l'Angleterre, j'ai même pas tenté les States. Et c'était les années 90. Mais eux, avec moins de connaissances que moi, moins de relations, ils ont dit, c'est pas grave, j'y vais. Je connais pas la langue, je connais personne et j'y vais. On va tenter le coup. Et ils ont cette énergie. Et les Noirs américains, ils ont cette énergie. Tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez eux. Ouais. Par rapport au rappeur français que tu vas interviewer, qui a le même type d'histoire, par exemple, qui ne se fait pas jouer à la radio, et il va avoir le même genre de réaction. Pourtant, il vient lui aussi des quartiers où il a une réaction beaucoup plus haineuse. Ou c'est le côté français. C'est le côté francophone. On va cracher, on va pas se remettre en question. Voilà. Mais après, le marché est différent. Tu vois. Plus petit. Des gars comme Master P, on les a jamais, on les jouait pas dans les radios nationales, mais on les jouait dans les radios locales, on les jouait dans les strip clubs, ils vendaient main dans la main. Donc, limite, ils se disaient, on me joue pas à New York ou à LA, je m'en fous. Moi, je suis le king de ma ville. Mais c'est très dur à faire. En plus, à l'époque, c'était très dur à faire en France, par exemple. Tu vois, j'imagine, t'es un rappeur de Toulouse en 99. Tu vois, faut avoir la foi, en vrai. Ouais. C'est qui ça? KDD, par exemple. Mais eux, ils sont parvenus à péter juste parce qu'ils étaient en major. Mais sinon, pour exploser, c'était compliqué, tu vois. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Aujourd'hui, tu uploads sur ton portable et c'est parti. Tu vois. De tous ces artistes US, t'as une rencontre clé. Vraiment, il y a Gourou, mais est-ce que t'en as d'autres qui t'ont vraiment marqué? Il y en a plein. Qu'avec du recul, tu t'es dit ça, je l'ai senti arriver? Je te dirais qui? Je t'ai dit Nipsey Hussle. Lui, pour le coup. T'as vraiment senti qu'il dégageait quelque chose de plus? Ouais. En fait, tu vois, moi, je suis arrivé. Je connaissais ses premières mixtapes et c'était un Crips de Crenshaw. Donc moi, je suis arrivé. Il va être habillé tout en bleu. Je me disais, il va avoir son do-rag, etc. Et le gars, il m'a fait mentir. En fait, il était très conscient, super intelligent. Ça restait un gars de Tiex. Mais tu vois, comme il était parti en Afrique, je pense 6 mois, donc il était en phase avec ses racines africaines.
Et il me disait, il faut que j'arrête de fumer parce que quand je serai big, ça va pas le faire. Faut que je sois en bonne santé, etc. Donc il avait quand même cette gamberge. Et ça m'avait marqué quand même. Je vois pas qui d'autre. Enfin là, tout de suite. Et en français. En français. Donc, avant qu'ils pètent. Je parle des artistes que t'as pu croiser avant vraiment qu'ils explosent. Est-ce qu'il y en a un, tu t'es dit, ok, lui, il y a des chances? Dans leur comportement. Je te dirais peut-être Attic. Attic. Ah, de ATK? Non, Attic de la série Validé. Attic. Ah, ok. Lui, Okay. je le croisais à l'époque, il était proche de DC's. Il faisait ses premières parties. Ah, et... donc c'est un ancien, lui. Il est là depuis un moment. Ouais, mine de rien, ouais. Ok. Et il a toujours été très focus et passionné. Tu vois, les gens aujourd'hui, ils ont tendance à dire non, mais il en fait trop. Moi, après, je l'ai pas croisé 50 fois, tu vois. Mais le peu de fois où je parlais avec lui, il a toujours été passionné. C'est un fan de rap. Et en tant que moi, fan de rap, bah, ça me faisait plaisir. Et enfin, j'en ai pas beaucoup croisé qui étaient petits, qui ont explosé, mais beaucoup, je sentais que c'était des stars. Par exemple, Rof, que beaucoup de gens critiquent, avec raison ou pas, ça c'est leur problème. J'avais fait son interview et c'est un fan de rap. Je me souviens, il me disait non mais il connaissait toutes les intros des albums de Snoop. Tu vois, c'est improbable. Et il dit ouais mais là quand il démarre comme ça, tu sens que l'album tic tac, tu dis ah ouais. Et puis il dit ouais Snoop, son premier album, c'est même pas lui qui démarre l'album, ça veut dire qu'il a déjà une vision d'ensemble, machin. Je suis ah ouais. Et ça en tant que journaliste, déjà c'est un super truc. Et en tant que fan de rap, t'es content. T'as l'impression que vous parlez la même langue, tu vois. Et ça c'est super agréable. Ça a disparu un peu. Hein. Au niveau de du rap actuel, que ce soit francophone ou anglophone. Bah oui, maintenant ils font les beaux. Dire que t'es fan, ça veut dire que t'es un suceur, tu vois. Ça c'est francophone, ça. Même au States, t'en as beaucoup, ils font les beaux. Okay. Or que être fan de rap, ça veut dire que déjà tu sais de quoi tu parles. On pourrait plus interviewer tu pourrais plus parler d'un album. Moi, tu dis Eric, je pense tout de suite, boum, mais ça pourrait plus le faire, ça, aujourd'hui. Ou beaucoup moins. Bah après, ça fait longtemps que j'ai plus fait d'interview, mais... Ah, t'en fais plus? J'en fais plus, non. Depuis combien de temps? Là, ça fait un petit moment, tu vois, là, je bosse à BET depuis... Ah, c'est vrai que j'allais y venir. Depuis presque 4 ans. Et avant ça, j'étais attaché de presse pour le label Modulor. Ça, là, si on remet les choses dans l'ordre, on quitte RAP. On quitte Rap Mag, je bosse à Bouscapé. Ok, tu bosses aussi avec Bouscapé? Je bosse avec Bouscapé. Très bien. Ouais. Il y a une grosse expérience là-bas. Ouais. Là, je me replonge dans le rap français grâce à eux, tu vois. Et rapidement, je me dirige quand même pour faire que les interviews de rappeurs américains. Mais comme on est... j'allais là-bas au bureau 2-3 fois par semaine. Tu connais les discussions. Et surtout, on parle beaucoup. Fif et Ahmad, c'est des vrais passionnés pour le coup. Et ça m'a appris beaucoup, tu vois. Et donc là-bas, je fais le rap américain. Je bosse aux Rock, où ils font une rubrique, l'Observatoire du Rap Game, où chaque semaine, je faisais un observatoire de ce qui se passait. Dans les Rock. Aux Rock. C'est toi qui te proposes ou c'est eux qui viennent te chercher? C'est eux qui viennent me chercher. C'est quoi? C'est ta réputation là à ce moment-là qui est installée? On a besoin d'un type de journaliste spécialisé hip-hop? J'avais fait une interview de Jay-Z en 2006 et il y avait un gars des Arocs qui était là. On s'était bien entendu et c'est lui qui me contacte après. Il me dit écoute, nous on veut lancer une rubrique dédiée au rap. On pense que t'as le profil. Je dis, okay, ouais, c'est le réseau quoi. T'es dans tes mouvements, tu te déplaces pour le boulot. Exact. Mais les contacts ils se font au fur et à mesure. Exactement. Et ça te permet d'évoluer en même temps. Exactement. Pareil pour chez Bouscapé. Chez Bouscapé, tu y vas de quelle façon? Bouscapé, j'avais rencontré Fif il y a très longtemps et on était restés en contact. Je lui passais des magazines de temps en temps. On se voyait quand je passais à Skyrock. Et puis, finalement, chaque fois, il me disait, mais faudrait qu'on bosse ensemble. Et finalement, on a bossé ensemble. Ça s'est fait. Bouscapé, les Rock. Les Rock, ça s'arrête. Bouscapé, ça s'arrête. Je suis obligé de reprendre un boulot normal. Et
je rencontre JP Manova, rappeur indé, très bon. Je fais son interview pour les Arocs, c'est une des dernières interviews que je fais pour eux. Et on s'entend bien, puis il me dit, moi je je suis artiste du label Modulor, il cherche un attaché de presse, si ça te dit, on y va. Moi j'avais jamais été attaché de presse, je fais l'entretien avec les deux boss, ça se passe bien, et c'est parti. Donc j'ai été attaché de presse pendant plus ou moins 1 an. Ça consistait à quoi? Contacter les médias pour que les artistes soient mis en avant. C'est très 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 dur. C'est très dur. Ah ouais, c'est pénible. De faire accepter les artistes, ouais, ou de les contacter tout simplement? De faire accepter les artistes, déjà même les contacter. Bon, moi j'étais journaliste, donc je connaissais la plupart des journalistes rap, mais le game entre-temps avait changé. Tu vois, t'as beaucoup de petits blogs, petits sites qui eux, c'est normal, ils veulent se faire payer, donc t'envoies un email, dès qu'il n'y a pas d'argent dans le mail, ils te répondent même pas. Tu vois, moi la première fois que j'ai envoyé des mails, je m'attendais qu'il y ait des réponses, et je disais, mais attends, il y a un problème sur mon ordi, là où la connexion, il n'y a pas de mail. Ils m'ont dit, non, mais c'est normal, t'inquiète. Personne calcule, faut relancer. Et donc, j'ai appris l'ingrat travail d'attaché de presse. Tu dois harceler, envoyer des mails, les harceler à l'époque sur Facebook pour qu'ils répondent, parce que, les gars, ils sont sollicités de partout, tu vois. C'était les plus connus? Les médias, tous, hein. Tous, c'est pour les Arocs, Nova, Combini, tu vois. Donc certains me répondaient parce que on se connaissait un petit peu, mais ils m'ont répondu 1 fois, 2 fois. Après, ils me disaient, poto, c'est bon, ça va aller. Mais là, tu sors complètement de ta passion. Là, t'es hors passion. Là, t'es plus dans ton écriture. Plus du tout. Ouais. Plus du tout. Donc très dur pour moi, très très dur. Tu compenses comment? Je me dis, c'est pas grave, hein, faut manger. Puis j'ai quand même un pied dans l'artistique, plus ou moins. Mais voilà, c'est la vie, il faut faire rentrer l'argent, tu vois. Mais après, ce qui t'amène à BET? En fait, oui, j'avais mon blog. Donc depuis 2006, j'ai mon blog. C'est quoi ton blog? Le blacketlaplume.com. J'avais lancé ce blog parce que je voulais montrer que je savais écrire sur autre chose que le rap. Donc j'ai fait quelques articles hors rap, puis le naturel est revenu et finalement c'est devenu un blog de rap. Toujours d'actualité? Toujours d'actualité. T'écris toujours dessus? Ouais. Là un peu moins, mais le dernier article il date d'il y a quelques mois quand même, donc ça va. Et donc je faisais ça pendant que j'étais attaché de presse. Et BET, c'est par Edia Charny, qui est animatrice à MTV, qui me dit un moment, le responsable des programmes est parti. Moi, je te suis depuis longtemps, je trouve que tu as le profil idéal, envoie ton CV. Je dis, ok. Donc, j'envoie mon CV, ça répond pas. Je dis, c'est comment, ça répond pas? Elle me dit, non, mais attends, je vais te mettre dans la boucle avec le big boss. Elle me met dans la boucle. Ils me disent que je dois passer par les ressources humaines, donc je fais tout le truc. J'ai fait 4 entretiens, et puis finalement, ils m'ont pris. Il y a 4 ans? Ouais, il y a 4 ans. Alors, la découverte d'un nouvel univers? La télévision, c'est très compliqué. Plus que les magazines? Beaucoup plus que les magazines. Beaucoup plus que les magazines. Moi, j'avais jamais fait de télévision avant, mais je connais vraiment bien la culture nord-américaine. Et c'est la culture nord-américaine, mais en France... C'est ça. Quelle est la différence? Parce que c'est pas le BET des States. Pas du tout. Donc, vous le vivez comment? Au début, j'imagine que tu penses que c'est la même chose. Exactement. Moi, j'arrive plein de rêves, d'ambitions. Je dis, on va mettre The Wire tous les soirs, machin. Et là, ils me disent, calme-toi. The Wire, c'est HBO. HBO, c'est OCS. Nous, on n'a pas les droits. Je fais, ok. Et c'est, en fait, t'apprends les droits de diffusion, les télévisions, etc. Les prix des séries qui sont horriblement chers. C'est pour ça, les gens qui disent non mais je veux lancer une télévision, non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Faut beaucoup d'argent, faut beaucoup de logistique. Faut connaître les distributeurs, donc Free, Bouygues, etc. C'est un vrai truc, tu vois. Tu te lances pas comme ça là-dedans. Donc j'ai appris tout ça. J'ai appris à faire une grille de télé. On m'a appris que, par exemple, il faut l'access prime time, il faut le prime time. S'il faut mettre des films, il faut avoir les droits pour avoir les films. Enfin, c'est très très compliqué. Surtout, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps, beaucoup d'administratifs, faire des reports. Et surtout, l'essence de la chaîne, une chaîne sur la culture nord-américaine, en France, c'est pas évident en fait.
Alors oui, il y a beaucoup de Noirs en France. Je pense que après les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de diaspora. Ou peut-être t'as les États-Unis, puis t'as le Brésil, puis t'as C'est ce l'eau. que j'allais te dire, le Brésil. Mais en France, malgré tout, la culture noire américaine, elle est pas répandue. Les gens connaissent le rap, mais tu vois, la culture noire américaine, c'est pas que le rap. T'as le gospel, t'as plein d'autres choses. Et tu vois, par exemple, le stand-up, Dave Chappelle, je crois qu'il peut passer ici, personne va le reconnaître. Kevin Hart. Les gens connaissent Jay-Z, Beyoncé, Michael Jordan, mais la masse connaît pas, tu vois. Et BET US, il propose des séries, par exemple, avec, à l'époque, Gabrielle Union. Gabrielle Union, aux States, c'est une star. Ici, tout le monde s'en fout. Donc ça m'a fait aussi retomber, parce que moi, comme je suis passionné, je me dis, tout le monde connaît Dave Chappelle, tout le monde connaît Chris Rock. C'est faux. Mais là, on revient dans nos petites niches du début. Exactement. Où c'est des petits, parce qu'on les connaît, mais parce que c'est comme à l'époque, on parlait de Juice. Voilà. Personne n'avait vu le film, quoi. Exactement. Et nous, on a découvert Tupac à ce moment-là. Exactement. Et là, tu me dis que BET, c'est cette petite niche-là qui reproduit des artistes qui sont en vérité extrêmement connus. Ouais. Les débuts de Wesley Snipes. Exactement. On l'a découvert dans des petits films avant qu'il explose. Mais tu vois, par exemple, New Jack City, pour toi et moi, c'est la base. Dis, mais attends, Classique. c'est un classique. Mais tu parles à Monsieur Tout le Monde, il connaît pas. Ouais. Tu vois, pour eux, Wesley Snipes, c'est Blade, le truc de vampire. Tu vois. Et même chose, tu vois, Tupac, Juice, ça parle à personne. Moi, le distributeur nous l'avait proposé. J'en ai parlé à mon directeur, il me dit ouais, mais bon. Non, c'est trop. Je pense que c'est trop fan. C'est trop. Mais je l'ai revu. Franchement, c'est pas mal. Hein. Pas mal vieilli. Ça a pas mal vieilli. Et puis c'est Tupac. Mais Tupac, ça parle pas à tout le monde. Parce que les gens qui regardent la télévision, c'est pas des gens comme toi et moi. C'est Monsieur Tout le Monde qui a une journée de travail, qui a pas forcément une grande culture hip-hop, qui finit de regarder Hanouna, qui zappe et qui dit ouais, bon, ça c'est cool. Après Hanouna, Tupac, c'est dur. Exactement. C'est dur. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, toi qui es journaliste de base, qui est passionné du journalisme, tu te retrouves sur BET à créer des grilles, à organiser tout un business. Comment tu le vis? Comment tu t'organises là-dessus? Bah écoute, c'est un job. Ce qui est bien, c'est quand même, ça reste dans le domaine qui me plaît. Donc au début, je te cache pas, j'apprends beaucoup. Je me renseigne et puis j'essaie d'adapter. J'essaie de mettre quand même des trucs qui me ressemblent, qui me font plaisir. Mais t'apprends aussi que t'es pas la cible. Tu vois, moi j'ai 44 ans, fan de hip-hop. Bah il y a peu de gens fans de hip-hop qui sont prêts à regarder BET. Pourtant la chaîne est gratuite, tu vois. La chaîne est gratuite. La chaîne est gratuite, mais après il y a aussi un déficit de communication. Oui, il y a une question de comment dire. Déjà, c'est quelle chaîne? Et en termes de communication, c'est pas terrible. Exactement, c'est pas terrible, mais là c'est aussi la même chose. Tu vois, nous on vient du hip-hop, on est dans le truc, on fait les choses. Tu vois, quand j'étais attaché de presse, Nova il répondait pas. Je suis parti là-bas avec des vinyles. J'ai dit ouais non mais je viens livrer des vinyles. Ils se sont dit bon c'est un Renoir, c'est un livreur. Je suis rentré et j'ai distribué des vinyles et finalement j'ai fait rentrer des disques parce que voilà c'est la débrouille. Mais eux donc quand je leur dis ouais mais faut communiquer, faut faire des trucs. Pourtant Nova ils sont connus pour être ouverts, pas autant que ça. Ouais déjà juste pour répondre au téléphone c'était compliqué. Hein. Et bah du coup à Viacom, le groupe de BET, quand je leur dis faut communiquer, plus toucher la cible, ils comprennent pas, tu vois, je leur parle chinois. Donc Tu leur parles chinois, même à l'équipe de com. Parce que tu vois, dans des grands groupes comme ça, ils sont pas habitués à faire des trucs de niche. C'est pas des anglophones. Non, C'est des francophones. C'est des francophones, Qui sont pas ils de la culture hip-hop ou un peu. Vaguement. Donc ouais, ils ont pas. Quand tu leur parles, vous êtes pas aux mêmes fréquences. Exactement. Et c'est un groupe, tu vois, t'as 9 chaînes dans le groupe Viacom. BET, c'est une des 9 chaînes. Donc on n'aurait pas pensé que les ricains justement ils allaient faire en sorte que BET leur ressemble plus. non, parce que tu sais, même aux États-Unis, BET ils sont en perte de vitesse, malheureusement, parce qu'ils ont raté le virage de la fiction. BET c'était beaucoup musique, clip, mais toutes les séries, etc. qui sont maintenant, tu vois, Power de 50 Cent.
bah ça devrait être sur BET. Mais comme BET, ils ont bégayé, tout le monde est parti, tu vois, Empire, c'est sur ABC, non, sur Fox. T'as plein maintenant de séries qui sont sur des chaînes américaines, mais qui à l'origine devraient être sur BET. Les BET, ils n'ont pas gonflé leur budget déjà pour payer ces séries parce que c'est beaucoup d'argent. Et du coup, maintenant, ils essayent de se rattraper, mais ils ont un gros retard. Un gros retard. Ouais. Et bah du coup, en France, on a encore plus de retard. Évidemment, tu me diras. Il y a deux questions. Déjà, l'ère du papier et l'ère du numérique. Toi, c'est quoi? Comment tu fais ta transition? Bah, tu vois, moi, pour le coup, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé par le numérique avec le site. Ah, directement. Quand tu t'es mis à travailler avec les sites, donc ouais. Avec le site, le truc de Sarcelles, c'était un site. Ouais. Tu vois, c'était fmusique.com, c'était un site. Donc c'était, j'ai bossé là-dedans avant de bosser pour le papier. Puis j'ai bossé pour le papier. Et puis quand j'ai rebossé avec Bouscapé et les Inrocks, j'ai dû me remettre à niveau. Tu vois, on avait des grandes discussions avec Fif. Tu sais, par exemple, c'était l'époque où Kanye West, il sortait avec, comment elle s'appelle, Amber Rose. Et moi, je dis, mais non, on peut pas parler d'Amber Rose, c'est pas du rap. Il me dit, mais si, c'est ça que les gens veulent. Et Amber Rose, elle commençait, elle fait des twerks, etc. Je dis, mais non, les gens, ils viennent pour du rap, machin. Il dit, poto, poste le truc, t'inquiète. Et il avait raison. Il avait raison. Amber Rose, crâne rasé en maillot de bain, c'est terminé. Exactement. Et donc, pour moi, ça, grâce à Bouscapé, je me suis remis à niveau. Et puis, du coup, maintenant, j'ai les deux regards, tu vois. J'ai pas le truc à l'ancienne de oui, avant c'était mieux. C'est maintenant, c'est mieux. C'est à nous de changer les choses, c'est tout. C'est une bonne question. Du coup, pour toi, maintenant, c'est mieux. Parce que maintenant, tu peux tout faire. Tu vois, avant, je te disais, t'es en 90, t'es à Toulouse. Pour rapper, c'est chaud. Là, maintenant, poto, tu mets ton truc sur YouTube. T'as déjà tout ton quartier qui va liker. Puis tu mets sur ton Insta, toute ta cité aussi va liker. Après, voilà. Là, tu restes chez BET. T'es encore parti pour un moment avec eux? Je suis toujours chez BET et on verra. En parallèle, t'as des projets? J'ai beaucoup de projets. Tu nous en donnes un? Non. Zéro? N'exclus à PS The Builder. Allez, frérot. Je peux pas. Tu l'as dit, on est dans les tranchées. Je peux pas. Non, tranquille. Prochaine interview là-dessus, alors. Carrément. Dernière question. Non, pas dernière question, mais c'est un peu tout mélangé dans mes questions en fonction de ce que tu me dis. Et quel est ton ressenti maintenant de ton parcours de vie, là où t'es aujourd'hui, avec ce trajet dans ce game qu'on appelle hip-hop aujourd'hui? Comment tu vois les choses du haut de tes 20 ans de hip-hop? Et comment tu vois les choses, et après, comment tu vois l'avenir de cette musique, de cet ensemble de choses? Moi, déjà, je veux pas paraître prétentieux, mais je suis content. Je suis content d'avoir traversé tout ça, tu vois, et je suis content d'avoir sur recul sur plein de choses. Et je suis content de pouvoir partager avec les plus jeunes, des jeunes journalistes ou des jeunes artistes. Après, sur l'avenir, je pense que vu qu'ils ont, les jeunes artistes ou les jeunes journalistes ou même jeunes entrepreneurs, ils ont plus d'outils pour faire les choses. Mais moins passionnés. Moins passionnés, mais du coup, les plus passionnés, ils montent plus rapidement. Tu vois, un gars comme Nekfeu, je suis pas grand fan de sa musique, mais pour moi, c'est un petit qui rappe. Il rappe dans les temps. Ses albums, ils sont carrés, ils sont sérieux. Et juste en étant carré, sérieux, et pour le coup, c'est un vrai passionné. Moi, j'aime beaucoup Nekfeu. Il sort du lot. Ouais. Directement. Au niveau d'écriture, pour moi, il est sorti du lot direct. Ouais. J'y ai pas cru forcément au début, mais dès que j'ai tendu l'oreille, j'ai fait la différence tout de suite. Et du coup, tu vois, quand t'écoutes ses albums, il arrive à faire plusieurs choses de l'ego trip, etc. Mais parce que, pour moi, il maîtrise les fondamentaux du rap. Tu sens que c'est un petit peu qui s'est pris la tête. Et qu'il a une vraie culture. Il a des grands frères, ou en tout cas, il a une vraie transmission. Voilà. Et tu le sens dans ses morceaux. Et pour moi, ceux qui sortent du lot, c'est ceux qui ont ce truc. Tu vois, Nino, tu sens qu'il rappe depuis, pas depuis 2 ans. Ouais, tu sens qu'aussi il a une culture. Exactement. Et que t'as des grands frères qui ont dû lui prendre la tête. Oui, qu'il a écouté, il était assis dans les mêmes pièces qu'eux. Exactement. Et il a appris. Et du coup, il sort du lot. Donc c'est pour ça que je suis confiant dans l'avenir. C'est les meilleurs qui vont sortir du lot. Les meilleurs vont sortir du lot. Ouais. Et la différence entre aujourd'hui,
à l'époque, on aurait pu dire que les artistes américains, ils nous toisaient plus, nous, les artistes français. Aujourd'hui, tu penses que c'est toujours le cas? Bah, après, tu vois, les Américains, ils sont finalement comme les Français. Parce que, tu vois, c'est seulement maintenant, par exemple, en France, que les artistes belges, ils arrivent un peu à se faire leur place. Mais pendant longtemps, voilà. Il y en a pas mal maintenant. Maintenant, il y a que ça. Enfin, t'en as beaucoup. Ouais. Mais il y a encore 10 ans, t'étais un rappeur belge, je suis arrivé ici. Les gens, ils disaient, laisse-nous tranquille. Calme-toi. Calme-toi. Et tu vois, les artistes suisses, pourtant, ils sont talentueux, ils font des prods, machin, même chose. On leur dit, ça va aller. Ça va aller, doucement. Et les Français, on est comme ça. Enfin, maintenant, je me considère comme Français, on est comme ça. Et les Américains, ils ont ce truc, mais eux, depuis plus longtemps. Pour eux, c'est le hip-hop, c'est nous. C'est la source. C'est la source, c'est la base. Donc, on n'a rien à apprendre des autres. Mais, t'as vu, là, ils commencent à tendre l'oreille vers l'Afrique. Ils commencent à tendre l'oreille vers l'Angleterre. Donc, ils sentent. C'est vrai que les Anglais reviennent avec beaucoup d'électro, mais ils reviennent pas mal dans la partie. Il y a eu un gros trou là-bas. Ouais. Et là, les Anglais, ils explosent carrément, tu vois. T'as un livre à désigner? Ouf. J'en ai beaucoup, mais là, je suis en train de relire la bio de Pimp C. Pimp C, qui est? Pimp C de UGK. Le groupe UGK. Si, dans le titre Big Pimpin' de Jay-Z. Les deux qui rappent avec lui, c'est UGK, rappeur de Houston. Ok. Super fort. Il a une biographie? Ouais. Hyper intéressante. Tuerie. Je suis en train de la relire, là. Ok. Un film? C'est basique, mais je te dirais Do the Right Thing, c'est un classique. Do the Right Thing? Ah ouais. Ah, lourd. Classique. Donne-en un deuxième, juste pour voir, comme ça. Toujours dans le classique. Moi, je suis très Spike Lee, Malcolm X, tuerie, incroyable. Do the Right Thing, Malcolm X. Ouais. Spécial Spike Lee. Ouais. Cross-color pour le petit Remember. Bah oui. Et ta transmission. Qu'est-ce que tu transmettrais aux autres quand tu rentres dans une classe et que tu as envie de parler avec des jeunes ou des gens de quartier qui sont dans le hip-hop, que tu sens passionné? Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Bah, leur dire que toutes les histoires sont importantes, sont intéressantes. Que tu sais, je me dis, on a tous des histoires particulières, originales, et on donnerait l'histoire de notre vie à Spike Lee ou un grand réalisateur, il fera un film de ouf. Donc il faut croire en soi. T'as plein de petits, je parle avec beaucoup de jeunes qui disent ouais, mais bon, moi j'ai rien à dire. Bah si, creuse. T'as évidemment quelque chose à dire. Ou parle avec tes parents ou un oncle. Tu vois, moi j'ai un oncle, le petit frère de ma mère, qui me racontait qu'il était au combat d'Ali et Frazier à Kinshasa en 74. Sa perception à lui. Exactement. Et lui, son combat, c'était le combat. Il était pas à fond dans la boxe. Lui, il était venu pour James Brown, tu vois. Et pour lui, il disait, c'était ça en fait. Et il dit, en plus, on voyait des Américaines, elles étaient belles gosses, on devenait fou. Mohamed Ali, il était beau gosse, il était clair, il avait son boogie, machin. Et c'est ça en fait. Et ça, si j'avais pas pris le temps de parler avec lui, pourtant c'est mon oncle. Et c'est ça. Parlons avec nos aînés, ils ont plein de trucs à nous apprendre. Ok. Dernière chose, qu'est-ce que t'inspire P the Builder? La ténacité. Ténacité. Ouais. La ténacité. Et ce que je te disais tout à l'heure, le pont entre l'Europe et l'Afrique. Le pont entre l'Europe et l'Afrique. Sans forcer, tu vois, parce que maintenant c'est tendance de dire l'Afrique. Et à l'époque, on s'est rencontrés, je te dis, t'es la seule personne qui me parlait de l'Afrique. Sans en faire des tonnes, tu vois. Et ça, maintenant, c'est tendance et c'est bien que tu sois resté dans ce truc. Donc, le combat continue. Afro-européen. Africain-européen, comme diraient les Quinri. En tout cas, c'est ce qu'on est. Ouais. Et moi, je m'évertue de défendre ça. Ouais. Même à travers ce podcast, en t'interviewant plutôt, et en faisant ressortir ton personnage, qui tu es, et qu'est-ce que tu fais, et on attend la suite après le BET ou pendant le BET. Ok? Ok. Vas-y, see you soon, bro.
Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.